Bienvenue dans l'Action 7. Du numérique à l'écologie, le gouvernement pose les jalons d'un cadre législatif renforcé. Réuni ce mercredi 2 juillet 2025 en Conseil des ministres, l'exécutif a adopté les tests du tout nouveau code du numérique, un outil stratégique pour encadrer et accélérer la transformation digitale du pays. Adoption des tests d'application de la loi portant code du numérique en République du Bénin. Il s'agit de 8 tests dont les prescriptions complètent le cadre réglementaire du dit code et renforcent le développement des initiatives par les acteurs du secteur. Ce sont les décrets fixant les conditions d'exercice de l'activité de prestataire de services d'archivage électronique, les spécifications techniques, normes et procédures minimales relatives au niveau de garantie des schémas d'identification électronique et leur cadre d'interopérabilité, les modalités de gestion et de traitement des déchets électroniques en République du Bénin, les obligations des exploitants d'infrastructures alternatives dans les secteurs de l'énergie, des transports ou de l'eau, les règles et procédures applicables en matière de concurrence dans le secteur des communications électroniques, les règles applicables aux installations de l'État utilisant certaines fréquences radioélectriques. Figurent sur cette même liste les décrets portant modalités de déclaration, d'autorisation et d'agrément des moyens et services de cryptologie, ainsi que les modalités des règlements transactionnels. Règles d'interception et d'accès aux données, définissant les autorités habilitées et fixant les modalités de mise en œuvre des opérations et les dispositions particulières en matière de cryptologie. Le Conseil des ministres a aussi validé la transmission aux députés du projet de loi sur l'environnement, une avancée légale pour la protection des ressources naturelles. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. Le présent projet découle de l'évaluation de la loi cadre sur l'environnement. Elle en a révélé les limites, s'agissant notamment de son contenu jugé restrictif et l'encadrement des pollutions. L'optimisation de la gestion de certains compartiments de l'environnement était devenue nécessaire, de même que le renforcement des sanctions qu'encourent les contrevenants. L'évidence de la relecture de cette loi tient également du fait qu'après plus de 2 décennies d'application, les préoccupations environnementales ont largement évolué, suggérant une actualisation du socle législatif pour une meilleure prise en charge de celle-ci. Le présent test est issu d'une démarche participative qui a regroupé les principaux acteurs du domaine, mais aussi d'intervenants multisectoriels. Les innovations introduites sont relatives notamment à la définition des concepts nouveaux et importants liés à l'environnement, la prise en compte de l'économie verte, des changements climatiques, des produits chimiques dont le mercure, des produits dangereux tels que ceux provenant d'équipements électriques et électroniques. L'implication plus marquée des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile dans le cadre institutionnel de gestion de l'environnement au Bénin. L'intégration de nouvelles dispositions relatives à la gestion des déchets dangereux. Les installations classées pour la protection de l'environnement. L'institution d'un système d'évaluation de gaz à effet de serre et la responsabilité sociétale des entreprises. Les ministres chargés de l'environnement et de la législation assureront le suivi en vue de l'aboutissement de la procédure législative. Et pour nourrir durablement la population, le gouvernement veut combler le déficit en protéines animales. Actuellement, la production nationale de viande ne couvre que 49,3% des besoins. Des mesures ont été annoncées en Conseil des ministres pour renforcer la filière viande. Création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants et approbation de ses statuts. Les récentes études ont montré que le taux de couverture des besoins en viande par la production nationale est estimé à 49,3%. Ce taux, bien qu'en croissance constante ces dernières années, ne suffit pas à satisfaire la demande en protéines animales. Le déficit constaté résulte de plusieurs causes, dont la persistance de pratiques traditionnelles d'élevage, la dominance de géniteurs à faible performance, une alimentation non adaptée, mais aussi et surtout un besoin en investissement conséquent dans les techniques et outils productifs. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation,
Le gouvernement a fait de la filière viande une priorité avec pour ambition d'assurer la couverture sur le plan national en produits carnés à travers divers projets et programmes destinés à accroître la production locale. Cependant, la faible synergie dans la conduite des diverses actions entreprises, la lourdeur dans les pratiques administratives et l'inadaptation des procédures de passation des marchés sont quelques facteurs qui entravent l'atteinte des résultats escomptés. La création de cette agence et l'adoption de ces statuts répondent donc à l'impératif de combler ces insuffisances. Elle a pour mission d'assurer le développement de l'élevage des ruminants, d'optimiser les ressources en améliorant l'efficacité et l'impact des interventions. Aussi, les règles administratives de gestion seront-elles simplifiées ainsi que celles relatives aux passations des marchés publics. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendront les dispositions nécessaires pour en assurer l'opérationnalisation. La pédagogie gouvernementale se poursuit sur le terrain à Tchaourou. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Rongbeji est allé au contact des populations le samedi 28 juin, l'occasion de présenter les actions réalisées dans la commune. Tout le monde voit à Tchaourou ce qui est fait. Oui. C'est vrai. Un exemple de ce qui est fait que vous avez vu. Dans cet exercice de reddition de comptes, le porte-parole du gouvernement devant les populations de Tchaourou et des élus communaux présente les réalisations du gouvernement dans différents domaines. Principal sujet, objet de clarification à cette rencontre, la commercialisation des produits tropicaux. Nous avons dit, parce que nous savons que quand on transforme sur place, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Les autres, ils le savent, ils le font depuis. Quand ils nous ont colonisés, ils ont mis en place un système pour qu'on produise et ça allait chez eux avant. La colonisation est finie, le même système continue. Et les pays africains ne prennent pas conscience qu'il faut faire l'industrialisation chez eux et transformer pour créer de l'emploi, créer de la richesse. C'est ça que nous avons commencé. La construction d'un stade de type moderne à Tchaourou est également confirmée au cours des échanges. On a freiné d'abord en disant si on fait et que les communes ne sont pas en mesure de prendre le relais du gouvernement pour entretenir, on leur crée peut-être des charges ou bien on investit et ça va vite se gaver. C'est pour ça qu'on n'a pas continué. Mais comme on a déjà fait les gens ont vu, d'autres ont vu, ils veulent aussi leur tour. Soyez rassurés, une fois qu'on aura corrigé ce qu'il y a à corriger et qu'on va sensibiliser un peu plus les élus, les maires en particulier, le programme de construction de nouveaux stades de sport va reprendre. Et les autres communes qui ne sont pas impactées, comme Tchaourou, auront leur tour pour que les stades arrivent, parce que nous voulons que les mêmes conditions qui sont offertes aux uns aux autres ailleurs aillent partout, afin que tous les enfants du Bénin aient les mêmes commodités où qu'ils se trouvent. Les participants se disent être satisfaits de cette initiative. Selon eux, elle comble davantage leurs attentes en matière d'information sur les différents projets du gouvernement dans cette commune. Le porte-parole du gouvernement prend l'engagement de porter leurs doléances à l'endroit du chef de l'État pour des solutions dans le cadre de l'épanouissement des populations de Tchaourou. Sur le front parlementaire, capte sur la microfinance, les députés ont adopté la loi numéro 2025-14 portant réglementation de la microfinance, une étape pour protéger les usagers et encadrer les institutions du secteur. L'un des points majeurs inscrits à l'ordre du jour de la plénière de ce 25 juin 2025, la loi portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. Il en ressort du rapport présenté par la Commission des finances présidée
par l'honorable Gérard Benonchi que le projet de loi introduit par le gouvernement consacre des dispositions dérogatoires au droit commun et le fonctionnement des institutions qui vont régir l'organisation et le fonctionnement des institutions de la microfinance. Lors du débat général, plusieurs députés se sont prononcés sur le rapport de la commission. Ils ont plaidé pour que la microfinance, qui est un moyen de facilitation, ne soit pas un élément de persécution, d'où la création d'une plateforme pour éviter la cavalerie des bénéficiaires. Le projet de loi en étude qui permet de faire des réorientations, de faire des exigences aux structures de microfinance est la bienvenue. Nos populations seront en plus grande sécurité parce que parfois nous connaissons certaines institutions de microfinance qui incitent à l'épargne énorme, mais qui en retour ne donnent pas vraiment les prêts qu'il faut aux bénéficiaires. Et parfois, lorsque des contributeurs travaillent dans ce secteur, les actions qui sont portées ne rémunèrent pas toujours les personnes qui souscrivent. Encadrer efficacement la microfinance, c'est leur redonner confiance, c'est leur garantir un minimum de protection, c'est leur offrir un outil de véritable autonomisation. Chers collègues, ce projet de loi est donc le bienvenu. Mais je voudrais profiter pour formuler quelques suggestions afin qu'il soit encore plus opérationnel et bénéfique pour nos populations. Chers collègues, parlant de suggestions, je voudrais que la microfinance, tout comme nous le savons bien, n'a pas totalement pris en compte toute la population de notre cher pays. Et pour que cela puisse être couvert, nous voulons vraiment que la microfinance soit répandue un peu partout dans nos communautés pour que les femmes qui sont les plus bénéficiaires puissent vraiment en jouir. Il y a parmi ces structures-là d'autres qui sont dans l'informel, quel que soit, malgré la lutte qui se mène, il y en a qui jouent dans l'informel, puisque peu de temps après, elles disparaissent. Les crédits qui sont accordés aux demandeurs, j'ai tout à l'heure dit qu'il n'y a pas simplement que les personnes à faible revenu, mais il y en a que la situation oblige à faire recours à ces SFD, et je voudrais voir l'État demander est-ce qu'il n'y a pas possibilité peut-être dans le cadre d'une émulation de faire en sorte qu'on distingue parmi les institutions de microcrédit celles-là qui sont les plus aptes à bénéficier d'accompagnement de l'État et qui pourraient, dans nos localités, dans nos communes, participer activement à l'accompagnement de développement de ces communes-là. Après avoir dit tout ça, où en sommes-nous avec les études en cours de réalisation, notamment celles relatives aux guides pratiques et méthodologiques de mise en conformité et la cartographie des risques du secteur au regard de cette nouvelle loi? Des précisions sont apportées sur la clarification des rôles et responsabilités de l'autorité de tutelle, l'élargissement des activités autorisées aux institutions de microfinance, IMF, l'introduction d'un capital social minimum, l'amélioration du principe de proportionnalité, le renforcement de la gouvernance des IMF, l'instauration d'une finance islamique, la consolidation des exigences comptables et prudentielles, la protection des coopérateurs et le traitement des IMF en difficulté. Il faut, sur les questions de mise en conformité, se convaincre que structurer un secteur va de l'intérêt, par ailleurs, de tous nos concitoyens, et que si nous n'arrivons pas rapidement à structurer le secteur, les circonstances qui sont mises en exergue par rapport précisément à la capacité des clients à honorer leurs engagements ou par rapport à d'autres risques qui sont sur notre espace désormais, que ce soit liés au blanchiment ou liés à certaines circulations illicites de fonds,
tous ces risques-là ne seront pas pris en compte. Et c'est compte tenu de toutes les réglementations qui ont été posées tant par la BCEAO, par la Commission bancaire, par l'UEMOA et également par le JIABA, que ce délai a été fixé, doit être mis en œuvre et respecté. Et pour qu'il soit respecté, toutes les dispositions en termes de mise en conformité sont en train d'être étudiées par le secteur, par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés pour aider tout particulièrement toutes ces structures-là à se mettre en conformité et à respecter désormais toute la structuration, toute la gouvernance qui est prévue par les dispositions qui seraient adoptées si, à l'issue du vote, vous y consentez. Après examen de la loi numéro 2025-14 portant réglementation de la microfinance, elle a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. La jeunesse prend place au Parlement. Le bureau du Parlement des jeunes 4e mandature est officiellement installé depuis le samedi 28 juin. Commission technique et commissaire aux comptes sont désormais en place. La cérémonie a rassemblé le président d'honneur Hassan Seydou, le SGA de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités. Offrir à la jeunesse béninoise un espace de réflexion collective sur ses responsabilités dans la société à travers un cadre d'échange et de concertation. Tel est l'objectif poursuivi par le Parlement des jeunes du Bénin, dont la 4e mandature a été officiellement installée ce samedi 28 juin 2025. À l'occasion de cette cérémonie, le président d'honneur, l'honorable Hassan Seydou, premier vice-président de la section béninoise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a rappelé l'objectif fondamental de cette institution citoyenne dédiée à la jeunesse. Il incarne l'unité, la solidarité et la richesse de notre diversité nationale. C'est un espace privilégié pour le dialogue et la cohésion. Ces objectifs visent à vous initier à l'activité parlementaire pour renforcer votre formation civique, promouvoir les droits des jeunes, encourager les valeurs de démocratie, de tolérance et de solidarité. Notre vision est de vous préparer à devenir des acteurs engagés, des patriotes capables de contribuer aux débats nationaux avec des idées novatrices. Le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale a pour sa part présenté les grandes lignes du programme qui attend ces jeunes parlementaires durant les 3 prochaines années. Il a mis en lumière les axes majeurs qui structureront leur action, soulignant l'importance de leur engagement dans les débats et réflexions d'intérêt national. Votre présence ici n'est pas un fruit du hasard. C'est le témoignage de l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner la jeunesse béninoise pour affronter les défis de son temps. Chers jeunes parlementaires, pendant les 3 prochaines années, vous serez sensibilisés sur des thématiques d'intérêt national et international relatifs à la jeunesse, à sa place et son rôle dans notre société. À cet effet, vous bénéficierez de l'appui technique du comité d'encadrement et de suivi que j'ai l'insigne honneur de présider sous le leadership éclairé des vice-présidents de la section béninoise de l'APF et du président de l'Assemblée nationale. Après la phase protocolaire de la cérémonie, place a été faite à l'élection des membres du bureau du Parlement des jeunes, 4e mandature. À l'issue du scrutin, Gershom Agbowakono a été porté à la tête de l'institution en tant que président. Et c'était un grand honneur pour moi, une opportunité qui m'a été offerte par vous, par nous, qui avons décidé tous ensemble de me porter à la tête de ce Parlement. Et je puis déjà vous adresser mes sincères remerciements et vous dire que nous avons une vision pour la jeunesse béninoise. Nous sommes jeunes, nous avons une vision. Et je crois et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons le faire. Suite à cette élection, les commissions techniques ainsi que les commissaires aux comptes ont été mis en place. Ces organes accompagneront les jeunes parlementaires tout au long de leur mandat de 3 ans, période durant laquelle ils auront à débattre de grands enjeux, tant nationaux qu'internationaux, avec un accent particulier sur les problématiques touchant la jeunesse.
Revenons à cette actualité au plan politique. Léonidas Roumenou-Ronton déclare ses ambitions pour 2026. Auditeur et expert des marchés publics, Léonidas Roumenou-Ronton a dévoilé son intention de se porter candidat à la présidentielle de 2026. Il tend la main à toutes les formations prêtes à rejoindre son projet. Dans quelques petits mois, les Béninoises et Béninois seront invités à élire leur président. Après moult réflexions et questions sur notre présent et notre commun devenir, que chacun de nous peut entrevoir à l'aune des faits qui font notre actualité, j'ai décidé de répondre à l'appel de cœur. Oui, par devoir. Je me suis suffisamment préparé et je me sens prêt, résolu, pour porter avec vous ce projet. Nous en avons les ressources. Ce défi ne sera pas un combat dirigé contre un camp, parce que notre défi est surtout celui du rassemblement de tous les Béninois. Ces 20 dernières années, de par mon métier, j'ai vu de très près les défis de nos États africains, le mode de gouvernance, les relations avec les partenaires internationaux, la vision du développement. Par mon métier, j'ai sillonné les administrations, les institutions et même les hameaux et contrées paysannes. Et j'ai vu, j'ai su, j'ai appris. Ces 9 dernières années, les Béninois ont suffisamment démontré qu'ils aiment leur pays, qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour le relèvement impétueux de leur pays si une tête forte, résolue et digne de confiance les y engage. Avec le régime qui s'en va accoster, beaucoup d'actions ont été engagées avec des résultats mitigés par endroits et de réels succès qu'il faut avoir l'honnêteté et la sincérité de reconnaître et de saluer. Je voudrais ici reconnaître le mérite du président Talon qui a montré avec audace que le génie béninois est encore capable de surprendre le monde entier. L'œuvre entamée doit continuer. Je me sens doté des valeurs, capacités, détermination et audace qu'exige la mission. Dans un climat de confiance et de solidarité, nous allons remettre, que dis-je, maintenir le Béninois au travail et bâtir un Bénin uni et prospère. Nous le ferons ensemble avec tous les Béninois. Nul ne sera de trop. Mais dans les domaines où nous ne savons pas faire, nous irons chercher les compétences auxquelles se trouvent. Je suis ouvert à tous les échanges et je suis prêt à composer avec toutes les forces politiques portées par cet idéal de développement et de réconciliation de notre pays. Je compte sur le soutien de chaque Béninoise et Béninois. J'ai besoin de vous, où que vous soyez. Je suis Léonidas Ronton, je suis Béninois, fils d'un homme qui a passé toute sa vie à servir ce pays sur les différents fronts de son histoire et qui a pris le soin d'inoculer à sa progéniture le virus du don de soi et du service public. Je suis Léonidas Ronton, originaire du Grand Zou, auditeur des marchés publics, formateur, consultant à l'international et expert en passation des marchés publics et partenariats public-privé. Le débat du mardi soir a porté sur ces candidatures en marge des partis, malgré les dispositions du système partisan. Dans le fond, d'accord, ils remplissent les conditions pour être candidats. Quand ils disent dans le fond, c'est-à-dire ils ont l'âge, ils détiennent leurs droits civils et politiques. Ils ont, jusqu'à preuve de contraire, les facultés mentales exigées pour la fonction. Maintenant, dans la forme, est-ce que ceux-ci peuvent, notamment la condition essentielle de forme qu'est le parrainage, c'est là la question se pose. Est-ce qu'ils peuvent avoir le parrainage? A priori, oui. A priori, oui, parce que, en fait, nos lois n'ont pas formellement interdit, en fait, les candidatures indépendantes. Donc, les candidatures indépendantes peuvent, bien entendu, avoir droit de citer. Les candidatures indépendantes peuvent avoir, en fait, la faveur des partis politiques. Mais, quand nous regardons, en fait, la philosophie autour de la réforme du système partisan, quand on nous a dit qu'on veut redonner toute la force aux partis politiques, quand on veut dire que l'activisme politique doit s'éclore au sein des partis politiques, et quand on voit, en fait, les têtes qui sont dans ces partis politiques, autant de la mouvance que de l'opposition, on peut se demander, est-ce qu'il manquera autant, en fait, d'acteurs au sein des partis politiques qu'il faille aller en chercher ailleurs? Et donc, je suis sûr qu'ils ne sont pas sans l'ignorer. Et donc, de ce point de vue, on peut supposer que, en fait, c'est peut-être de la fantaisie, ou soit, en fait, un moyen de s'illustrer, en fait, sur la place publique pour éventuellement des ambitions ou des batailles politiques futures. Pour aller aux élections, on dit qu'il faut avoir des parrainages.
Si un parti politique a même des parrains, mais qui n'arrive pas à dégager un candidat en leur sein, il n'est pas dit qu'il ne peut pas désigner quelqu'un qui n'est pas un membre de leur parti politique. Maintenant, si des partis se mettent ensemble pour dire, OK, nous on a vu la qualité d'homme d'État ou à diriger au niveau d'un individu, ces partis peuvent désigner cet individu, bien que cet individu ne soit pas de leur parti politique. Pour le moment, on ne peut pas les prendre au sérieux. On va les prendre au sérieux quand ils vont convaincre un parti politique qui se trouve être désormais le parti qui les désigne. De l'autre côté, le parti d'opposition, les démocrates, réclament des comptes après les dénonciations de l'ex-ministre Paulin Akpona. Ils demandent une enquête parlementaire sur la gestion du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Que voulait révéler M. Akpona, expert comptable, en parlant du siphonnage de plusieurs milliards probablement commis par son prédécesseur? A-t-il été limogé pour avoir dit la vérité ou parce que ses déclarations dérangeraient et mettaient à nu les pratiques d'un régime finissant? Le Bénin a véritablement une âme. M. Akpona vient confirmer toutes nos dénonciations. Traité de mensongère ou de déclaration d'une opposition aigrie, le parti, les démocrates, encourage et soutient les députés dans la mise en place d'une commission d'enquête et les invite à utiliser toutes les possibilités du règlement intérieur du Parlement pour éclairer le peuple béninois. Le parti Les démocrates est à l'écoute de la justice, notamment de la criette sur ce Akpona Gate. Et la réaction des institutions ne s'est pas fait entendre. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a annoncé une commission pour vérifier les projets d'investissement à Parakou. Une démarche d'analyse et de transparence qui devrait éclairer l'affaire. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption a suivi par voie de presse les récentes déclarations publiques de M. Paulin Akpona, ancien ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, prononcées à l'occasion de sa tournée dans la ville de Parakou. M. Paulin Akpona a évoqué de graves irrégularités portant sur le détournement présumé de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés au secteur de l'eau et de l'électricité, sous la gestion antérieure du ministère depuis 2016. Le HCPC, dans l'exercice de ses attributions, entend recueillir à titre d'information et pour besoin d'analyse les éléments afférents à ce dossier au niveau du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Cette démarche vise à permettre au Haut-Commissariat d'apprécier avec objectivité les faits rapportés et, le cas échéant, d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs de prévention de la corruption en vigueur dans le ministère concerné en vue de formuler des recommandations pertinentes ou des solutions correctives appropriées. Dans ce cadre, le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou. Cette commission est composée d'experts multidisciplinaires. La dite commission, mesdames, messieurs, a un délai de 4 semaines pour déposer son rapport et démarre effectivement ce jour, 1er juillet 2025. Et l'affaire Akpona amène à s'interroger sur la discipline au sein des partis. À l'approche de 2026, les partis doivent composer avec des tensions internes et ambitions divergentes. Le forum politique de ce mercredi s'est penché sur la question. À quelques mois des élections générales de 2026, un constat se dégage. La discipline au sein des partis politiques est mise à l'épreuve par une combinaison de facteurs qui mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés les partis dans un contexte politique et social en constante évolution. C'est normal, c'est un corps organisé. C'est une organisation, un parti politique. Et dans une organisation, on ne peut pas demander que tout fonctionne à merveille dans le meilleur des mondes possibles, un peu comme le monde d'illusion. Non, il faut... C'est une dynamique. Et ce que nous observons des dynamiques normales.
qu'on peut avoir dans une organisation, et notamment dans une organisation politique, surtout à la veille d'élections, que les élections impactent sérieusement la vie et l'organisation d'un État. Dans tous les cas, les derniers événements politiques en disent long, avec les tensions au sein de certains partis politiques, des démissions du cadre des partis politiques interprétées dans l'opinion comme des signes de fébrilité politique. Le dernier événement en date est celui du limogeage du ministre Paulin Akpona, ce qui relance la question de la discipline interne au sein des partis politiques. Mais la grande question, y a-t-il une stratégie de management politique cohérente du côté de la présidence où chacun avance-t-il pour soi? Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Même à son summum politique, on commet des erreurs de communication et politique. Vous avez beau même être briefé par tous les spécialistes du monde, il peut arriver que vous passiez à côté. Donc il n'y a pas de miracle non plus absolu de la part de la communication politique. C'est un outil comme un autre, si vous en servez bien, ça devrait vous rendre service. Et si vous méconnaissez quelques principes, oui, fatalement, vous allez devoir en payer le prix, les conséquences. Et si la discipline au sein des partis politiques tend à s'affaiblir, c'est pour plusieurs raisons, selon le consultant politique. Donc, c'est le moment clé pour chacun de se positionner. Et lorsque vous interrogez ces différentes gesticulations ici et là, vous allez voir en sourdine, en sous-bassement, les élections à venir. Parce que chacun pense aux élections. Et surtout cela, chacun pense à son positionnement, chacun pense à son avenir, chacun pense au sort qui lui est réservé. Et le dire ou ne pas le dire, chacun utilise ses postures pour se faire entendre. Les leaders politiques doivent assumer leurs responsabilités pour favoriser un climat apaisé à l'approche des élections, explique le socio-anthropologue Georges Anagonou, puisqu'ils représentent des maillons indispensables pour une médiation institutionnelle dans les conflits internes. Les petits partis comme Mouel Bénin seront peut-être des réceptacles pour ceux-là, les déçus. Mais c'est surtout là où le jeu devait parler, c'est-à-dire si entre-temps, ils rejoignent l'opposition. Cela veut dire que les élections législatives elles-mêmes vont nous réserver des surprises et encore les élections présidentielles vont réserver d'autres surprises qui seront alimentées par ceux-là qui seront les déçus. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ne pas permettre à ceux-là d'être déçus? J'aurais voulu être aux côtés du bon Dieu pour avoir un peu de temps de vision, pour savoir ce qui va se passer. Il urge que les partis politiques démontrent leur capacité à maintenir la discipline, car l'absence de doctrine politique solide ou la diffusion insuffisante de l'idéologie du parti peuvent rendre difficile la mobilisation des membres et la création d'un sentiment d'appartenance fort. Ainsi se referme la première séquence de l'Actu en 7. Deuxième séquence de l'Actu en 7, ce lundi 30 juin, la correction des épreuves écrites du bac a débuté dans tout le pays. Au lycée Koulibaly, ambiance studieuse et respect des règles affichées par les correcteurs. Dans une atmosphère calme et organisée, les stylos ont remplacé les craies dans les salles de classe, transformées en centres de correction. Sur l'ensemble du territoire national, les anciens correcteurs se sont attelés à la tâche dès les premières heures de la matinée, ce lundi 30 juin 2025. Au dit de plusieurs d'entre eux rencontrés ici au centre lycée Koulibaly, les travaux se déroulent normalement dans les règles de l'art. Tout a déroulé très bien aux environs de 8h30. La majorité des correcteurs étaient déjà au centre. Et ils ont fait la réunion des présidents des commissions. Et après, on a reçu les copies et ça a commencé correctement. Tout se déroule parfaitement bien. Il y a d'abord la commission qui s'est chargée pour le correctif de l'épreuve et le barème. Tout est bien déroulé. C'est très bien déroulé. Aucun incident dans notre commission, aucun incident. Tout se passe très bien. Tous les correcteurs étaient là, tout se passe parfaitement bien. L'office du bac nous a fourni le correctif et tous les accessoires pour
un bon déroulement de la correction. Tout se passe correctement bien. Comme vous-même, vous venez de le constater, tout se passe dans les règles de l'art. Très tôt ce matin, les contrôleurs liés aux correcteurs ont essayé de prendre les taureaux par les cornes et nous évoluons assez bien. En termes de problèmes de façon générale, rien n'a à signaler dans ce sens. Je crois que tout se déroule assez bien. Et d'ici à là, on pourra finir dans de très bonnes conditions. Des dispositions sont prises pour assurer une harmonisation optimale du travail des correcteurs ainsi que le strict respect des normes en vigueur. Comme dispositif, nous avons validé le corrigé type. Ensuite, nous avons échangé avec les correcteurs au sujet de la façon dont les lots doivent être attribués. Donc, nous avons pris soin de nous entendre entre contrôleurs et entre correcteurs sur la façon dont les copies doivent corriger. Nous avons mis l'accent sur l'efficacité et sur la pertinence des notes à attribuer aux correcteurs. Nous leur avons dit, lorsqu'un correcteur a des difficultés par rapport à l'appréciation d'une copie, il faut qu'il se rabatte sur les contrôleurs pour qu'avec les contrôleurs, on puisse décider du sort à donner à la copie qui pose le problème en termes d'appréciation. Nous avons 3 jours de correction, donc la répartition a été faite, elle est véritablement légère. Les correcteurs ne sont pas du tout surchargés en termes de nombre de copies à corriger par jour. Les copies révèlent, selon les correcteurs, que les élèves ont fourni de réels efforts, même si les correcteurs sont discrets sur les éventuelles notes attribuées. C'est pas mal, les candidats sont débrouillés quand même, c'est bon, c'est pas mal. Dans notre commission, oui, on peut être quand même bon. De façon générale, je pense que les notes que nous enregistrons ne sont pas aussi mauvaises, mais pour l'instant, on ne peut rien dire parce qu'on est tout au début de cette correction en question. Derrière chaque copie corrigée, c'est l'avenir des candidats qui se joue. Une responsabilité que tous les acteurs prennent à cœur pour garantir justice et équité. Même état d'esprit du côté de Parakou, le ministre conseiller Espédi Ouessou s'est rendu au centre du lycée Mathieu Bouquet. Il a constaté le bon déroulement des travaux. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, l'heure est à la rigueur et à la concentration. Depuis ce lundi, les enseignants mobilisés pour la correction des copies du baccalauréat session unique de juin 2025 sont à pied d'œuvre. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle a effectué une visite officielle ce 1er juillet pour s'acquérir du bon déroulement des travaux. Nous sommes venus à Parakou après notre lancement à Natitingou pour venir porter à l'ensemble du monde enseignant et notamment des correcteurs et de l'équipe qui supervise la correction le message de soutien de l'équipe gouvernementale et dire quelle a été ma satisfaction en constatant que tout fonctionne comme prévu. Les correcteurs sont en place, les corrections se poursuivent et il n'y a pas eu la moindre faille, que ce soit au niveau du calendrier qu'au niveau des présences. Tout se passe très bien, je suis venu constater et je rendais compte à qui de droit. Le second message, c'est dire la valeur que la direction générale de l'Office du bac a donnée à notre pays quant à son rayonnement à travers l'organisation mise en place par la direction générale de l'Office du bac. Cette visite a été l'occasion pour la délégation d'aller à la rencontre des correcteurs dans les différentes salles et d'évaluer le cadre dans lequel s'effectue la correction. Au total, 445 415 copies sont à corriger dans ce centre de Parakou. Cette correction a démarré par la réunion d'information des présidents des sous-commissions, on en a 9. Et ce matin, le ministre conseiller est arrivé pour faire la visite de toutes les salles, de toutes les sous-commissions, pour prendre la température, échanger avec eux pour voir ce qui se passe réellement. Donc avec toute l'équipe, nous avons fait le tour. Et nous venons de finir avec les mathématiques où il a donné des conseils pour que les mathématiques connaissent une élévation pour que les enfants n'aient pas peur.
Nous espérons finir les corrections le vendredi. Et si tout va bien, je crois que le 9, lundi, nous allons faire la délibération. Si tout va bien, puisque nous coordonnons, tous les 10 centres se coordonnent pour voir à quel niveau nous sommes. Si tout le monde est au même niveau, alors le calendrier tient. Prévu pour s'achever le 4 juillet, cette étape cruciale du baccalauréat 2025 mobilise pleinement les équipes sous la vigilance du superviseur général et des autorités. Une éducation de qualité, c'est aussi l'objectif d'un grand programme lancé par la phase 2 du PAC, lancement de la deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation financé par la Suisse, appuyé par l'UNICEF et des ONG parlementaires. Il ambitionne de renforcer l'éducation inclusive et apaisée jusqu'en 2028. Financé par la coopération suisse, en partenariat avec l'UNICEF, l'ONG Graines de Paix, les ministères en charge de l'éducation et le ministère des Affaires sociales, le programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC phase 2 est officiellement lancé ce 1er juillet 2025. Ce programme a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation de base et des résultats de l'apprentissage en mathématiques et en français en intégrant une perspective de genre, d'inclusion sociale et d'éducation à la paix. Cette phase 2, qui s'étend de décembre 2024 à décembre 2028, vise principalement les enfants âgés de 3 à 18 ans. 3 objectifs spécifiques meublent ce projet. Améliorer les compétences et les pratiques des acteurs de la chaîne éducative pour une meilleure prise en compte du genre, de l'inclusion sociale et de la prévention de l'extrémisme violent. Faciliter pour les filles et les garçons l'accès et l'achèvement d'une éducation de base inclusive et de qualité, accroître les capacités des ministères sectoriels et des communes pour un meilleur pilotage du système éducatif dans une perspective de réussite scolaire, de genre et d'inclusion sociale et de prévention des violences. Dans un contexte où le Bénin est confronté à des défis liés à l'extrémisme violent, le PAC vient à point nommé renforcer les fondations d'une éducation inclusive et porteuse de paix. Notre pays, le Bénin, ne pouvant plus faire abstraction de cette triste réalité traduite par des menaces sécuritaires, s'emploie à déterminer au quotidien des mécanismes de mitigation, voire d'anéantissement de ce phénomène aux conséquences généralement fatales. Les priorités retenues reposent notamment sur l'accès à une éducation de base de qualité et inclusive pour tous les enfants et adolescents du préscolaire au secondaire, un environnement d'apprentissage plus sûr, plus sain, plus convivial dans les écoles, en particulier pour les filles. La qualité des enseignements et des apprentissages, l'innovation pour la transformation du système et le pilotage, la gestion et la gouvernance du système. Au vu des résultats positifs obtenus lors de la phase 1, la chef de la coopération internationale de la Suisse au Bénin réaffirme l'engagement de son institution à soutenir davantage cette initiative. C'est donc dans cet esprit que nous poursuivons ce partenariat pour consolider les acquis de la première phase du PAC, une phase qui avait permis de toucher entre 2019 et 2024 un total de plus de 2 millions d'élèves, dont 50% de filles, répartis dans 1820 établissements scolaires des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora, de l'Atlantique et du Zou. Parmi les innovations introduites pour cette phase 2, on peut retenir la réduction du nombre de partenaires de 3 à 2. Nous aurons la Fondation Graines de Paix et l'UNICEF. Le renforcement de la prévention des conflits et de la réponse éducative en contexte d'urgence. L'appui direct au ministère de l'Éducation pour un pilotage plus efficace. L'institutionnalisation des approches de la phase 1 avec la coordination ministérielle. L'intégration des dimensions de genre, d'inclusion sociale, d'éducation à la paix. Et enfin, l'adoption d'une approche multi-acteurs. En termes de résultats, voici ce qui est attendu. Consolider les compétences pédagogiques dans plus de 3640 écoles de la zone d'intervention. Offrir un environnement
scolaire protecteur, sécurisant et sécurisé, garantissant un accès équitable à l'éducation de tous les enfants, sans distinction de genre ni d'origine. Renforcer les capacités des ministères sectoriels et des communes pour un pilotage efficace du système éducatif béninois. Cette phase 2 entre dans une nouvelle dynamique, avec une vision élargie et des objectifs renforcés. Pour sa réussite, l'implication de tous les acteurs est souhaitée, car chaque enfant a droit à une éducation de qualité. Parlons sport avec la 5e édition du championnat national scolaire qui a connu son apothéose ce samedi 28 juin à Aplaroué, une semaine de compétition en présence des autorités. Soje Basila, sacré meilleur champion de la 5e édition du championnat scolaire d'Aplaroué. Les garçons l'emportent au tir au but, 4-2 contre le Soje grâce à ce tir cadré. La finale masculine a offert un beau spectacle porté par des jeunes talents prometteurs dont plusieurs ont déjà été repérés par les encadreurs techniques présents. Ce que nous avons partagé ici, ce n'est pas un simple événement, c'est une promesse. Celle de notre jeunesse a de la valeur qu'elle peut rêver, agir, réussir quand on lui donne les moyens, l'écoute et la confiance. Ce soir, nous refermons ce chapitre sans regret, mais avec l'immense espoir que ce n'est qu'un début, que cette lumière qui a brillé ces jours-ci, nous saurons la rallumer plus vive encore. L'édition 2025 du championnat national scolaire restera sans doute gravée dans les mémoires par la qualité des matchs, l'organisation réussie et surtout le symbole fort d'un passage de témoins entre générations. Nous n'avons de cesse de vous dire avec foi et conviction que notre pays, le Bénin, regorge de riches et diversifiés talents et potentiels sportifs. Ces talents ne demandaient qu'à être pris en charge par la mise en place d'un mécanisme structuré de formation. D'où la raison d'être des classes sportives qui prouvent à suffisance que le gouvernement et son chef ont vu juste. Clap de fin pour le championnat national scolaire à Plaoué 2025. Outre la finale chez les garçons qui a permis au Soje Basila de l'emporter, chez les filles, c'est toujours le même Soje 1 Basila qui s'est imposé 1-0 face au Soje Torviclin. Le public a donc bénéficié de 2 finales de football pleines d'intensité. C'était l'Actu en 7.